Je vous présente maintenant Christa Pellissier, enseignante et maître de conférence à l'Université de Montpellier, qui va nous parler des principes liés à la communication engageante en prenant l'exemple de son MOOC Ville durable. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, à deux titres. Le premier, c'est que pour moi aussi c'est un anniversaire. Il y a 13 ans, j'étais à Béziers et j'étais dans le public, comme vous, en train d'écouter les premières journées hors cours. Donc 13 ans après, je me retrouve au pupitre, j'en suis très heureuse, pour aborder, plutôt que la communication engageante, je vais vous parler de projets engageants pour une structure. Et plus particulièrement, je vais aborder la notion de MOOC. Alors, je suis sûre que parmi vous, il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est que le MOOC. Bien, bienvenue au club, parce que le jour où je me suis engagée sur ce MOOC, à 8h du matin, à 10h je signais, mais ça faisait 2 heures qu'on me parlait du MOOC, et je ne savais pas ce que c'était. La deuxième raison pour laquelle je suis heureuse de présenter aujourd'hui, c'est je suis fière d'avoir écouté ce que j'ai entendu tout à l'heure. Des étudiants qui ont beaucoup travaillé. Alors certes, si j'avais eu cette présentation avant mon intervention, je vais certainement me présenter autrement. Mais bon, les choses sont ainsi, donc je vais vous présenter ce que j'avais prévu, et en essayant de me passer sur des choses qu'on a déjà entendues. J'entends le mot passion, j'entends le mot humain, et pour moi, la mise en place de ce MOOC, en termes de communication émergente, ces termes-là ont été essentiels. Et je vais essayer de vous les transmettre. Il va y avoir 3 parties dans ce que je vais vous présenter. La première partie, je vais essayer de reprendre dans la littérature certains points, alors pas tous, mais qui, moi, m'ont parlé dans le cadre de la mise en place du MOOC. De là, je vais en tirer des principes. Ils sont au nombre de 7, je les défends, et qui caractérisent à la fois mon travail, mais aussi une partie de la littérature. Dans un autre temps, je vais illustrer ces points, en prenant le cas particulier du projet. Et enfin, dans un dernier temps, je vous donnerai la parole. C'est-à-dire que je vais vous présenter des résultats qui me sont propres, mais j'ai envie d'entendre de votre bouche votre mode de fonctionnement et comment des projets innovants ont permis une communication émergente. Donc tout d'abord, des aspects de cadre théorique. Qu'est-ce qu'on entend par engager, s'engager? Eh bien, on l'a déjà dit, je le préciserai simplement en une phrase, il y a une différence entre l'attitude, ce que tout à l'heure on entendait par intention, et changement de comportement. Je suis sûre que vous êtes en colère lorsque vous ouvrez le journal et que vous voyez qu'un chauffard qui a bu a renversé un piéton. Je suis sûre que ça vous révolte. Mais est-ce que vous n'avez pas passé un 31 décembre chez vos amis à boire un peu trop et à prendre le volant? Sous prétexte, soi-disant que c'était pas loin, qu'il n'y a personne pour vous ramener, ou tout simplement, ah mais j'ai pas bu. Voilà, il y a une différence entre l'attitude, cela vous révolte, et un changement d'attitude et de comportement. Pour introduire, je dirais aussi que s'engager, l'individu est engagé plutôt qu'il ne s'engage. L'individu est engagé plutôt qu'il ne s'engage. Tout est lié à la situation. C'est-à-dire que la personne, par défaut, elle n'est pas engagée. Elle l'est parce qu'il y a des éléments extérieurs. En l'occurrence, dans le cadre du MOOC, j'ai eu la visite à l'UT de Béziers du vice-président de l'université qui, à 9h du matin, m'a dit « il faut faire un MOOC ». Mais je ne sais pas ce que c'est. Eh bien, c'est pas grave. Je signe, on verra bien. Eh bien là, c'est la situation. Il est venu voir l'UT de Béziers. L'UT de Béziers, c'est 400 jeunes par rapport à l'université qui est immense. Voilà, c'était l'occasion de faire parler de l'IUT et s'engager dans une dynamique de pédagogie numérique et d'activités qui sont innovantes par rapport à des traditions plus ancrées à l'université. Deuxième point, c'est des choses que j'ai prises de la psychosociale. C'est la procédure, alors je l'ai entendu ce matin, procédure de soumission à librement consenti. Et pour cela, je vais présenter des travaux qui datent un peu, mais qui pour moi sont clés. C'est l'expérience du pied dans la porte. Alors peut-être que certains connaissent. À l'époque, on se posait la question de savoir les habitudes des ménagères. Donc on se questionnait sur quels étaient les aliments que ces ménagères achetaient, comment elles les préparaient et comment elles les livraient, en l'occurrence sur une table.
On a donc demandé à ces ménagères de bien vouloir accepter au sein de leur cuisine 7 personnes pour, quelque part, regarder et observer tout ce qu'elles faisaient. Et bien là, les ménagères, si je vous demandais ça, vous me diriez, ben non, je ne veux pas 7 personnes à temps plein dans ma cuisine. Alors là, les personnes, à 22%, elles ont répondu non. Si par ailleurs, avant de demander cela, on demande, est-ce que vous accepteriez de répondre à un petit questionnaire sur vos habitudes? Ah, là, les choses changent. Dans un premier temps, vous posez un questionnaire, vous rassurez, et dans un deuxième temps, vous lui dites, ah mais, vous inquiétez pas, on va venir à 7 et on va observer tout ce que vous faites. Et bien là, les réponses passent de 22% à 53% favorables. Un autre petit cas, une autre expérience qui a été menée, si j'arrivais chez vous et que je vous disais, ben, je pose dans votre cour, dans votre jardin, un panneau de 4 mètres sur 4, très laid, qui encombre bien votre jardin, mais qui est pour la sécurité routière. Il y a des chances que vous me disiez, ah non, je ne veux pas un tel panneau dans mon jardin. Par contre, si j'arrive dans un premier temps en vous disant, vous accepteriez de mettre un autocollant sur la fenêtre de votre cuisine? Et après, que je revienne à la charge en disant, ben voilà, on peut travailler ensemble, il n'y a pas de souci, on va poser le panneau dans votre jardin. Et bien là aussi, les résultats sont probants, puisqu'on passe de 16% des personnes qui ont accepté à 76%. C'est-à-dire que, quelque part à travers cette attitude de mettre un pied devant l'autre et commencer par mettre un pied avant de mettre la totalité du corps chez une personne, eh bien, on arrive à des résultats beaucoup plus intéressants. Et là, ces travaux-là ont beaucoup inspiré des travaux en communication, notamment pour faire des choses aux gens. Donner son sang, trier ses déchets, ou ne pas faire. Arrêter de fumer, arrêter de boire, utiliser avoir des attitudes qui sont un peu déplacées. Donc là, on est sur une théorie. Il en existe de multiples avec différents courants, mais ça ferait l'objet d'un cours. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous le présenter. À partir de là, on peut s'interroger sur qu'est-ce que c'est qu'un acte engageant. Alors, la première caractéristique de cet acte, c'est qu'il est visible. Il est visible parce qu'il y a un public. Si un beau jour, vous regardez dans la glace, vous vous frottez les dents et puis vous vous dites aujourd'hui, c'est décidé, j'arrête de fumer. Ou alors, vous faites ça le 31 décembre, tout le monde est autour de la table et vous dites demain, j'arrête de fumer. C'est pas tout à fait le même impact. Donc il y a le fait que vous soyez anonyme ou pas, puisque je reviendrai sur l'idée du MOOC, puisque le MOOC, les personnes sont anonymes. Là, en l'occurrence, si vous dites à vos copains, j'ai décidé d'arrêter de fumer, vous n'êtes pas anonyme. Deuxième point, c'est est-ce que c'est explicite ou ambigu? Il faut qu'il y ait une seule interprétation. Si je dis j'arrête de fumer, c'est pas la même chose que si je dis je vais limiter ma consommation de cigarettes. D'accord? Donc il ne faut pas d'ambiguïté. Plus il y aura d'ambiguïté, moins vous serez crédible et moins vous vous engagerez. Quatrième point, c'est le fait que ça soit révocable. Révocable dans le sens où si j'ai dit que j'en arrêtais de fumer, j'ai pas envie que mes copains me retrouvent dans 3 mois en train d'arrêter de fumer avec une cigarette à la bouche. Donc quelque part, je m'impose quelque chose. C'est presque irréversible quand je dis cela. Si cependant j'ai recommencé à fumer, je serai beaucoup moins crédible. Donc, si j'ai commencé à m'arrêter de fumer puis que j'ai repris, là, on ne vous croit pas et l'engagement n'est plus présent. Il y a le fait que ça soit une répétition par rapport à l'unicité, c'est-à-dire quelque chose qui est visible et qui est répété, c'est important. Ça montre que vous êtes engagé une fois, 2 fois, 3 fois. Vous avez mis en place un projet, celui-là, celui-là, celui-là. Donc, vous avez l'habitude, donc on peut vous faire confiance. Lorsque vous mettez en place un seul projet pour une première fois, ça semble difficile de vous faire confiance. Deuxième caractéristique de l'acte engageant, c'est l'importance. Alors, la littérature définit cette importance au niveau de 3 critères. Le premier, c'est les conséquences. Et dans les conséquences, il y a celles que vous avez prévues et celles que vous n'avez pas prévues. Si celles que vous avez prévues, c'est si j'arrête de fumer, peut-être qu'il faudra que je passe à la pharmacie et acheter des patchs. Par contre, celles que vous n'avez pas prévues, c'est qu'il n'en faut pas un patch, il en faut peut-être 10. Et ça, le budget, il n'était pas prévu.
Le deuxième élément lié à l'importance, c'est son coût en argent. Je viens de vous donner un exemple. Mais ce n'est pas le seul dans la mise en place d'un projet engageant. C'est surtout les deux d'après, c'est-à-dire l'énergie que vous allez mettre. Alors je l'ai entendu tout à l'heure, grâce à nos étudiants, c'est l'énergie humaine que vous allez vous investir pour motiver et rassembler autour de vous en tant que responsable de projet. Et ça va être aussi en termes d'organisation. Puisque un projet, il va changer votre emploi du temps, mais il va changer aussi celui des autres. Et il va falloir rendre visible tout cela. S'il n'y a pas de visibilité, les gens n'adhéreront pas. Et enfin, dernier point sur la définition de cet acte est engageant, c'est la notion de liberté. Je vous l'ai dit, lorsque j'ai dit oui à la mise en place d'un MOOC, je ne savais même pas ce que voulait dire ce terme-là, et bien j'étais libre de dire non ce jour-là. Et je suis sûre que dans votre cadre professionnel, dans votre vie d'étudiant, il y a eu des moments où vous avez hésité, pesé le pour et le contre. Cependant, vous étiez libre de dire non. Et malheureusement, personnellement, j'ai du mal à dire non. Donc c'est toujours oui, on y va. Voilà, à partir de ce cadre un peu théorique, j'ai essayé de poser les principes d'un projet engageant et en reprenant ce que je vous ai exprimé, mais en les graduant. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, certes il y a ma photo en bas, mais on va dire que ça part d'une initiative d'une personne à un moment donné. J'ai entendu le 1, le 9 et le 90% tout à l'heure. On est vraiment dans cette vision-là où on part de la déclaration de liberté. J'avais le pouvoir de dire oui ou de dire non. Ensuite, on va poser les motivations qui sont propres à la personne, et ça, c'est important de les formuler. Encore un peu plus grande, c'est identifier et surmonter les conséquences, c'est-à-dire qu'on les a vues, on les a prévues, mais celles qu'on n'a pas prévues, il va falloir de toute façon les résoudre, les problèmes qui vont apparaître. Donc, prendre conscience que là où on va, on ne sait pas où on met les pieds, mais on y va quand même, et on verra après. Autre point, assumer l'acte coûteux. Oui. J'avais pas prévu tout ce que j'ai vécu. Loin de là. Et je ne vous parle pas que de l'aspect financier, je vais vous l'exposer. Et enfin, rendre visible l'action. J'ai entendu tout à l'heure par les étudiants le fait d'ouvrir vers le public et s'intéresser au public. Alors là, je nuancerai ce que j'ai entendu, parce que moi, je dirais que là, le public, en l'occurrence, dans le projet que j'ai mis en place, le public, je ne connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui il est et ce qu'il fait. Mais il faut que je rentre en communication avec lui. Mais je ne sais rien de lui. Donc je n'ai pas ce retour qui a été exposé tout à l'heure, où je connais le public, je l'identifie et j'ai ma communication en fonction de ce public. Là, je ne sais rien de lui. Mais avant de vous présenter et d'illustrer ces points, je souhaite vous faire vivre une petite expérience, celle du MOOC. Alors un MOOC, c'est un cours en ligne. Un cours qui a des vidéos et des petites questions associées à ces vidéos. Et puis, de temps en temps, il y a une petite question ouverte, du type comment est-ce que dans votre ville, dans votre village, est-ce qu'on gère les déchets? Point d'interrogation. Et les gens déposent ce qu'ils veulent. Donc, pour vous faire bien comprendre la dimension MOOC, je vous propose le MOOC Ville Durable, qui est lié à une activité ministérielle en janvier 2014, qui a été menée par l'IUT de Béziers et l'Université de Montpellier, avec mon collègue qui est Laurent Vassallo, spécialiste du développement durable. Parce que là aussi, j'avais dit oui, mais je ne savais pas du tout ce que c'était que le développement durable. Donc je ne savais pas ce que c'était un MOOC et pas le développement durable. Donc avant de continuer, on va vivre une petite expérience. Je vais vous passer une vidéo, qui est en fait la vidéo publicitaire liée au MOOC. Et puis, soyez attentifs, on en reparle après. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Christa Pélissier. Je suis Laurent Vassallo. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce MOOC qui va vous parler de développement durable. Entre autres, nous allons aborder les enjeux sur le développement durable au quotidien à travers la vie en ville.
La ville est un lieu que nous connaissons tous. C'est un lieu de vie, mais c'est un lieu où la pollution et les atteintes à la santé sont importantes. D'où la nécessité de mettre en place aujourd'hui du développement durable. Le développement durable repose essentiellement sur 4 piliers: économique, social, écologique, culturel. Ce MOOC est là pour vous en parler. Ce MOOC vous permettra d'aborder les règles juridiques qui vous permettent de mettre en place une démarche de développement durable au quotidien. D'autre part, il vous permettra de gérer un projet pour une ville durable. Le MOOC s'organisera en 6 séances. Nous aborderons différentes thématiques: les droits de l'homme, le changement climatique, l'énergie, la santé, les transports et la culture. Vous devrez être attentif aux informations fournies sur des supports écrits, vidéos, mais aussi graphiques. Vous pourrez tester vos connaissances et produire ensemble des solutions durables adaptées à chaque situation rencontrée. Ce MOOC s'adresse à toute personne désireuse de s'engager de manière citoyenne, car le développement durable, c'est avant tout un engagement citoyen, ou toute personne qui désire s'initier à un métier, car le développement durable, c'est aussi des métiers pour demain. Pourquoi avoir fait un MOOC sur le développement durable? Nous sommes aujourd'hui 7 milliards d'individus. Nous serons demain, en 2050, 9 milliards. Le développement durable nous concerne tous, car nous devons, par nos gestes quotidiens, permettre à notre planète de survivre. D'où cette idée de MOOC, où nous allons initier, sensibiliser, voire former à terme des nouveaux acteurs du développement durable. Venez nombreux, nous vous attendons. À bientôt. Merci. Voilà, donc j'espère que vous avez bien écouté. Donc le MOOC, ça se présente de cette manière. En général, il y a un support vidéo. Et puis, il y a une petite question comme les 4 piliers du développement durable, c'est quoi? Écologie, économie, culturelle et sociale. Il y en a qui foutent. Bon, je ne suis pas sûre que ce soit le cas de tout le monde. Et par ailleurs, combien d'individus serions-nous éventuellement en 2050? 9 milliards, pardon. Donc, voici la démarche. C'est-à-dire que vous vous inscrivez sur la plateforme. Alors, pas votre nom, votre prénom, ça n'en a rien à faire. Un pseudo et une adresse mail. On est anonyme. C'est important parce que je vais mettre en place une communication, comme je vous disais, avec des gens que je ne connais pas. On va avoir aucun prérequis. C'est-à-dire que tout le monde peut s'inscrire. On a eu des retraités, on a eu des étudiants, on a eu des lycéens, on a eu des personnes très variées. Aucun pays n'est omis. C'est-à-dire qu'on a eu 73% en France, mais aussi d'autres pays, en majorité, grande majorité francophones. Et alors, on a inscrit 6000 personnes se sont inscrites. Parce que nous, on a inscrit simplement les personnes qui, dans un premier temps, avaient émis un pseudo et une adresse mail. On a eu 823 utilisateurs sont allés jusqu'au bout. Et sur ces 823, on en a eu 783 qui ont eu un score supérieur à 60%. Donc, ils ont eu quoi? Eh bien, pas un diplôme, parce que dans les MOOC, on ne délivre pas de diplôme. On délivre des certificats. Ce certificat, et vous retrouvez, donc, du moment où vous avez obtenu le MOOC, on vous demande votre nom et votre prénom. Et là, les plateformes sont, on va dire, ont des mécanismes qui vous délivrent une attestation de suivi avec succès. Alors on pourra débattre, si vous voulez, de l'utilité et de la place de ces MOOC et de ces certificats dans la vie professionnelle, mais de plus en plus, il y a des MOOC dans les CV. Qu'en est-il des différents points et différents principes que je vous ai proposés tout à l'heure? Alors, tout d'abord, déclarer une liberté. Alors, j'ai déclaré ma liberté en me disant, je vais faire des super contenus. Je vais faire comme Fort Boyard. Et je vais mettre en place un serious game avec une porte. Je vais avoir un trousseau de clés et je vais me déplacer
dans une ville, et à chaque point de la ville, j'aurai des activités. Chaque fois que l'utilisateur réussira l'activité, il récupérera la clé dans son trousseau de clés. Eh bien non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, il a fallu que je vous descende un peu sur terre. Ça s'est fini en voici une vidéo, voici, je sais pas, peut-être des 30 questions de QCM. Donc toutes mes belles intentions sont redescendues un peu sur terre par des problèmes notamment techniques. Puisqu'on est en 2014, les MOOC sont apparus aux États-Unis en 2007-2008. Et 2014 est la première année, nous étions 20 chercheurs à être sélectionnés au niveau français pour mettre en place les premiers MOOC. Donc on était vraiment sur des solutions techniques qui étaient en émergence. Et ce n'était pas complètement validé avec tout ce qu'on pouvait voir sur d'autres plateformes qui s'appellent Cloudline, Moodle ou autres. Autre point, je vous parlais dans le début de l'idée de la situation. Donc pour moi, c'était une opportunité et c'était une liberté parce que j'ai rencontré un enseignant qui était en développement durable, Laurent Vassalo, qui était à l'IUT de Béziers, et qui souhaitait vraiment faire valoir quoi? Eh bien, le diplôme universitaire qu'il proposait sur la gestion de projets en développement durable. Donc c'était l'opportunité qui a fait que je me suis engagée. Et puis, l'IUT était partie prenante d'innovation pédagogique. Alors non plus, on ne savait pas forcément ce que c'était que l'innovation pédagogique. Ce qu'on savait, c'est que l'IUT, pour se démarquer au sein d'une grande université, il fallait mettre en place des éléments de démarcation et des éléments qui permettraient, par la communication, de faire valoir l'IUT. En ce qui concerne expliquer mes motivations, ça a été aussi pour moi, on va dire, une démarche réflexive où je me suis dit, tout le monde en parle des MOOC, donc il faut essayer pour savoir. Donc je vais voir et on verra. C'était aussi, de ma part, une volonté d'engager d'autres enseignants dans cette démarche. Alors le MOOC, aujourd'hui, se décline en différents on va dire, dispositifs de formation. On parle de SPOC, on parle de MOOC, on parle de stock, enfin, on parle de beaucoup de choses qui partent du même principe, une plateforme d'accueil de personnes extérieures. Et cela a donné lieu à une envie particulière d'un collègue de monter un SPOC, en l'occurrence, donc pour la remédiation des difficultés en anglais de nos étudiants. Donc c'est un cours en ligne, les gens s'inscrivent, en l'occurrence les personnes de son cours, et tout au long, il va avoir des belles vidéos et des quiz qui vont lui permettre d'obtenir le SPOC à la fin de son cours d'anglais. C'était aussi une stratégie institutionnelle, c'est-à-dire que je ne m'engageais pas forcément toute seule, mais derrière moi, il y avait un IUT qui a accepté de me payer des missions de déplacement, qui a mis en place un Learning Lab. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément ce terme, vous imaginez une salle de cours où il y a des écrans partout, où il y a des tables tactiles, et on s'envoie les fichiers les uns aux autres autour de la table. On écrit sur les murs, et au milieu, il y a des chaises à roulettes et des tables qui peuvent se déplacer. Nous avons aussi, suite à la mise en place d'un tel projet engageant, obtenu des postes d'enseignants et d'administratifs pour mettre en place l'innovation pédagogique plus largement. Donc je parle du Learning Lab, mais c'est aussi des cours hybrides et des cours à distance. Mettre en place des solutions qui sont différentes d'un enseignement traditionnel. En ce qui concerne identifier et surmonter les conséquences, il y en avait que j'avais prévues, et d'autres un peu moins. Pour monter le MOOC, on a mis 1200 heures d'activité. Pour vous dire, j'en avais prévu 500. On a été 9 personnes impliquées. Ça allait des différentes personnes liées à l'institution, on va dire nationale, jusqu'aux techniciens, parce que les vidéos, il faut les monter, il faut les tourner. Et cela, ça a coûté du temps. Ça a coûté aussi en termes de déplacement. Montpellier, Béziers, les cours d'un côté, le MOOC de l'autre. Et puis des responsabilités professionnelles à aménager. Quand vous êtes impliqué dans une institution, c'est vrai que dire à des collègues, ça fait 10 ans que tu gères ça, non, cette année je ne gérerai pas, c'est pas facile. Et expliquer aux collègues. Beaucoup de collègues ont dit, mais pourquoi on se lance dans un MOOC? Ça ne sert à rien les MOOC. Pourquoi est-ce que l'IUT, qui a une formation professionnalisante, irait faire un MOOC?
il a fallu expliquer les intentions, à la fois personnelles et celles d'une institution, pour pouvoir avancer et quelque part avoir l'adhésion de l'ensemble des collègues. Assumer l'acte coûteux. Oui, le coût, il n'était pas que en argent, bien au-delà. Il a fallu produire des vidéos, des quiz, des forums de discussion. Il a fallu créer, animer des groupes Facebook. Je ne suis pas fanat de Facebook et des réseaux sociaux, et pourtant il a fallu que je le fasse. Et je me suis improvisée avec plusieurs métiers. Alors certes, j'étais enseignante, mais j'étais aussi devant la caméra. Et du jour au lendemain, se retrouver devant une caméra et devant faire un show, parce que si vous voulez attirer les personnes et surtout les garder tout au long d'une formation, voilà, vous vous transformez en acteur plus qu'en enseignant. Et puis, les dessins, il est hors de question de prendre les dessins qu'il y a sur le web, il faut les faire, les penser et les réaliser techniquement, numériquement. Enfin, il a fallu faire preuve d'imagination instantanée. Hein, on n'est pas au Festival de Cannes, mais presque. C'est-à-dire que les personnes, pour les garder du début jusqu'à la fin, il a fallu que je me dise il faut relancer à chaque fin de semaine pour la semaine d'après. Donc j'ai mis en place les palmes du développement durable. Alors, je regardais ce qui avait été fait par les différents intervenants, et à partir de là, qu'est-ce que je prenais? Des morceaux que je reliais soit à mon contenu, soit à l'intervention d'une autre personne, soit à un pays particulier, et je mettais en avant certains aspects qui avaient été produits par les participants. Et enfin, je m'improvisais sur des questions très surprenantes. Des personnes me disaient, on est dans le MOOC développement durable, et puis on me disait, mais madame, en fait, c'est pourquoi qu'il faut mettre le MOOC là, développement durable dans son CV? Vous croyez que c'est important? Moi, je pensais que ces questions-là, elles étaient par ailleurs. Du moment où vous inscrivez sur un MOOC, vous étiez intéressé par le contenu? Eh bien non. Beaucoup étaient intéressés sur la valorisation de l'obtention de ce certificat, d'autres étaient intéressés par intégrer une nouvelle formation à la suite du MOOC, d'autres se disaient « Comment je peux faire pour avoir un diplôme ?» Toutes ces questions-là, je ne m'y attendais pas. Et enfin, rendre visible l'action. Durant ce projet engageant, j'ai fait de nombreuses activités de communication, j'ai fait des revues de presse, j'ai fait de la radio, j'ai déposé des documents sur le web, j'ai eu rendez-vous avec notre président d'université, j'ai fait des choses auxquelles vraiment je me surprenais moi-même à chaque fois. Et puis j'ai eu de nombreuses réunions sur Paris, donc ça aussi, ça demande du temps et de l'investissement pour voir ce que les autres faisaient, comment se positionner. Et enfin, mon but étant de valoriser ce que je fais, l'articulation entre recherche et pédagogie était importante. Si vous voulez que les choses avancent et qu'une communauté se crée, eh bien, il me fallait moi aussi me greffer à elle et avancer avec elle sur qu'est-ce que c'est qu'un MOOC et quelle est sa place dans notre société ou dans nos universités. Voilà, je dirais en termes de bilan, la première chose que je dirais, c'est que si on me proposait aujourd'hui de refaire un MOOC, je dirais non. Ça peut peut-être vous surprendre, mais je pense que tant qu'on n'a pas vécu les choses, il est difficile d'en parler. Une fois qu'on l'a vécu, même si on connaît les dérives, même si on peut prévoir plus en amont, l'investissement est toujours là. En l'occurrence, pour moi, si je refaisais un MOOC, il serait complètement différent du premier et je me réinvestirais complètement sur le temps, sur l'énergie qui va avec. Et ce MOOC a été réalisé, j'ai entendu tout à l'heure par les étudiants, et je trouve ça très bien, c'est un processus engageant, qui a pour valeur personnelle des passions. J'étais passionnée d'enseignement et Laurent Vassallo de développement durable. Donc le couple a très bien fonctionné. Je n'oublie pas cependant, et ça je n'avais pas forcément prévu, les participants qui sont tout seuls à l'autre bout du monde avec leur ordinateur. Il faut que je trouve des moyens de les motiver, avec toute leur culture et leurs différences. Et ça non plus, c'est pas facile. Et ça, j'en avais peut-être pas conscience au début du projet. Pour relier et pour clôturer cette présentation, je reprendrai les éléments de principe que je vous ai présentés au début, en vous faisant la nuance entre attitude et changement de comportement. Je pense que là, j'ai mis un pied dans la porte. Je pense que j'ai posé mon questionnaire. Je pense que j'ai posé l'autocollant sur la vitre.
mais je n'ai pas forcément provoqué des changements de comportement. J'en ai bien conscience, on va dire malheureusement. Cependant, je pense que être acteur de ce genre de, même si c'est le premier pas, le pied dans la porte et le premier pas vers le deuxième, je pense que c'est parce qu'on a un pied et un pied et un pied qu'un jour on y mettra le corps entier. Je vous remercie et la parole est à vous sur l'analyse que vous faites de ces principes par rapport à votre entreprise, vos services et votre équipe. Merci. C'est plus moi qui parle, hein, c'est vous. Oui, bonjour, merci. Je suis Marie Barrero. Je voudrais poser une question sur la question surprenante. Parce que ça m'intéresse. Est-ce que vous auriez 2-3 exemples à nous donner? Oui, justement, il se posait la question, est-ce que le MOOC, on peut le mettre sur un CV? Je n'avais pas du tout pensé à ce genre de question. C'était sous-jacent, mais ils me demandaient comment ils allaient valoriser cette activité de MOOC. Et je n'avais pas de réponse. Il a fallu que je me creuse les méninges, que j'ai voir d'autres collègues pour répondre à ça. Je n'y attendais pas. D'accord, parce que vous avez dit les questions surprenantes permettaient aux personnes de les motiver d'une session à une autre. C'est aussi. C'est celle-là de questions surprenantes qui m'intéresse. Oui. Comment vous avez fait pour les motiver d'une session à l'autre? Alors, on a introduit chacun des modules, donc il y en avait 6, par l'émission que vous connaissez, C'est pas sorcier, à la télévision, où il y a Jamy et Fred. Donc, vous avez Jamy qui est toujours l'intello et qui présente les grands principes, et puis il y a Fred qui dit je suis là, je comprends pas pourquoi tu m'as invité là, etc. Donc, pour les motiver d'une semaine à l'autre, on faisait des sessions d'introduction où j'arrivais, en l'occurrence dans un parc, et je disais bonjour Laurent, tu m'as demandé de venir aujourd'hui dans ce parc, mais pourquoi? Pour aborder quel sujet? Et c'est là où il enchaînait sur les problèmes d'écologie et les problèmes d'environnement qui étaient liés au développement durable. Et à la fin de la session, donc lorsqu'il y a eu le cours, ça c'était pour l'introduire, et à la fin de la session, on mettait toujours une petite vidéo en disant voilà, on vous a parlé de développement durable lié à l'écologie. Ah oui, mais je te rappelle, il y a 4 piliers, tu t'en souviens? Et là on les renomme, on dit la semaine prochaine, soit on complète le même pilier, soit on passe à un autre pilier. Et on faisait de cette même manière le lien. Et si j'avais un autre élément de réponse à vous donner, c'est que sur la fin du MOOC, nous avons essayé de créer un carnet du citoyen. Donc les gens étaient là, c'était sur le bon vouloir des personnes. Elles pouvaient déposer tout ce qu'elles voulaient sur un wiki à propos du développement durable. Et ce carnet du citoyen était organisé selon les 4 piliers que nous défendions. Là aussi, ça les a beaucoup motivés. Ils étaient libres. Vous voyez, je parlais tout à l'heure dans ma hiérarchie, c'était moi qui étais libre. Là, c'était eux qui étaient complètement libres. On faisait un complément du MOOC. Le MOOC, on l'a décidé, il est cadré. Mais là, sur le carnet du citoyen, tu es libre. Et alors là, ça a donné lieu à des choses qui étaient... Des gens ont fait des vidéos d'eux-mêmes, présentant leur motivation. Ils ont déposé des affiches qu'ils avaient faites pour valoriser leur ville par rapport... par exemple au transport en commun, ou des choses qu'ils souhaiteraient voir, qui ne sont pas forcément mises en place. Et là, la liberté, elle était là, pour eux, d'expression. Et c'est parce que j'ai eu des questions surprenantes qu'au fur et à mesure, il a fallu mettre en place des choses. Ai-je répondu à votre question? Oui, très bien, merci. Alors les participants, ils ont accepté de répondre à, on va dire, un questionnaire de satisfaction, puisque quand vous avez obtenu, après on leur demande leur nom et leur prénom. Donc c'est plus facile de communiquer avec eux. On leur a demandé de répondre à un certain nombre de questionnaires, d'éléments liés à un questionnaire, et dans ces éléments-là, il y avait des aspects, on va dire, de leur âge, d'où ils venaient, etc., pour mieux les connaître. Et après, des raisons de motivation. Pourquoi vous vous êtes inscrit au MOOC? Les gens ont beaucoup dit pour apprendre. Et à partir de là, quand on leur posait la question, mais qu'est-ce que vous allez faire de ce MOOC? Quelle est la suite que vous allez donner? La plupart, ils disent, je ne sais pas, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter, ça s'arrêtera là pour moi. Donc, ça s'arrête. Voilà.
le premier pas dans la boîte, mais en fait, peut-être vous êtes beaucoup plus que ça. Je ne sais pas. Pourquoi vous pensez que ça peut déclencher? Ouais. Comme vous dites, l'espace de liberté qui donne, les participants ont l'intention d'eux, forcément on va plus loin que ça. Si on finit, si vous allez jusqu'au bout du MOOC, on va certainement au-delà d'intention. Oui, et disons que je pense qu'il y a eu des actions, mais ces actions-là, de la part des participants, ne les a pas mesurées. L'idée, quand même, c'était le DU développement durable, de pouvoir avoir des contacts, de leur dire venez à Béziers, venez intégrer une formation sur cette thématique. On avait même envisagé de donner certaines unités, dans le CDS, des unités d'enseignement. S'ils avaient passé le MOOC, lorsqu'ils rentraient en DU, ils se dispensaient d'un certain nombre de matières. Cependant, l'institution n'est pas encore apte à accepter ce genre de conditions. Est-ce que ça serait possible de mettre en place une évaluation, mettons, 6 mois après, pour savoir ce qu'ils sont venus, ce qu'ils sont venus, ce qu'ils font de ça? Oui, en fait, le dispositif tel qu'il est fait ne le permet pas. Après, rien ne l'empêche, puisqu'on a les pseudos et les adresses de tout le monde. Cependant, honnêtement, nous ne l'avons pas fait. Voilà. Bonjour à tous, moi j'ai fait un MOOC il y a 3 mois sur le management et pareil j'ai reçu le questionnaire de satisfaction à la fin et pour mesurer l'engagement, je trouve que c'est trop tôt parce que ça fait quelques mois que j'ai fait et tout de suite je ne pouvais pas dire ce que je comptais faire de ce MOOC. Donc c'était sur le management et maintenant j'ai l'intention de lire des bouquins et tout, mais sur le moment j'avais peut-être pas cette intention et je ne pouvais pas le mettre dans ce questionnaire justement. Oui, peut-être que comme les personnes qui m'ont répondu, c'était apprendre. Enfin, la réponse que vous pouviez formuler instantanément, c'était « j'ai eu le plaisir à apprendre ». Peut-être qu'il vous faut du temps, comme vous le disiez, 6 mois après ou 1 an après, pour dire « au fait, vous en avez fait quoi ?» Et ça, je ne l'avais pas du tout envisagé, et c'est vrai. Et la structure étant nouvelle en 2014, il y avait plein d'autres paramètres à gérer, avant de se poser la question, mais voilà, le devenir, la suite, peut-être un autre MOOC ville durable. Voilà, on n'était pas là, on était dans l'action, on ne voyait pas l'ampleur de ça. Pour donner quand même un ordre d'idée, certains MOOC, donc là, nous en l'occurrence, on a eu 6 000 personnes, certains MOOC rassemblent 50 000. D'accord ? Donc les intentions de chacun, vous imaginez le travail, pour envoyer le questionnaire, comme vous le dites, 6 mois plus tard, pour savoir ce qu'ils deviennent en termes de traitement. Voilà. On n'a pas les outils encore, donc il faut un peu de temps. Oui. Je voulais savoir, dans le processus de création, est-ce que vous avez eu une idée du futur public de votre MOOC avant la mise en ligne? Non. Non, c'est pour ça que je relevais ce que les étudiants me disaient tout à l'heure, c'est qu'ils avaient, il faut pour communiquer, avoir une communication engageante, avoir quelques éléments liés aux participants. Là, on est parti, on ne savait rien. On a eu des gens, après avoir discuté, on savait qu'ils étaient soit retraités, soit étudiants, soit lycéens. Beaucoup de Master 2, justement. Mais c'est après. Le avant, on ne savait rien. Et de toute façon, sachant que c'était anonyme, même si on avait posé la question, ils pouvaient me raconter ce qu'ils voulaient. Ouais, enfin, ce qui a motivé ma question, c'est de savoir, je ne sais plus quel pourcentage il y avait, mais il y avait des gens qui étaient inscrits depuis la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un sujet qui ne se traite pas de la même façon si ça vient de France ou de Côte d'Ivoire. Et je voulais savoir si vous pensez que les gens de Côte d'Ivoire s'y sont trouvés au final. Après, je pense que c'était, de mon point de vue, c'était pas une histoire de pays, c'était plutôt une histoire d'individus. Parce qu'en Côte d'Ivoire, en fait, il y a eu des rassemblements, il y a eu on va dire, des équipes entières qui se sont inscrites au MOOC. Des rassemblements de personnes, donc déjà physiquement, se sont regroupées dans des lieux physiques pour avoir des accès à Internet et répondre au MOOC. Alors qu'en France, les gens faisaient ça de manière isolée. Et pour répondre à votre question, non, je ne sais pas. On n'a pas fait de traitement. On a jeté une pierre dans la mer en disant on va faire un MOOC durable. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous. Bonjour, Jean-Michel Dubois. J'ai une question pour revenir un petit peu au départ. Est-ce que selon vous, il n'y a pas des formes d'engagement qui peuvent être anonymes ? En termes par exemple d'environnement,
Si je passe dans la rue, je ramasse un déchet d'écriture, je le mets dans la poubelle, je laisse pas ma carte d'identité, je signe pas un papier. C'est anonyme et c'est une forme d'engagement. Question. Tout à fait. C'est pour ça que je répondais tout à l'heure à la collègue en disant le carnet du citoyen, il a été anonyme. Et là, on a eu une richesse. Les gens ont participé à ce carnet du citoyen parce qu'il était anonyme. Par contre, quand il fallait répondre à des quiz, des obligations, là, on avait beaucoup moins de personnes. Des gens ont participé au carnet du citoyen et n'ont pas participé au MOOC. Des gens sont allés sur le réseau social et ont beaucoup alimenté par plein de choses le réseau social et n'ont pas participé au MOOC, qui ne sont pas arrivés à la fin. Donc je suis d'accord, il y a différents engagements. Là, honnêtement, on n'a pas mesuré les profils et la nature des personnes engagées. Bonjour, Nathalie Verdier, département Infocom aussi. Et en fait, moi, c'était plutôt une remarque que je voulais faire par rapport à cette présentation, parce que je trouve que entre la réalisation de ce travail autour d'une question d'intérêt général, comme vous en avez parlé, donc le projet collectif, et le croisement avec les questions inattendues, on se rend compte que peut-être la communication engageante, ça vient au croisement justement, à la rencontre d'un intérêt collectif, d'un intérêt général, et puis aussi d'intérêt plus personnel. Et ça n'avait pas été, il me semble, trop dit encore jusque-là. Donc voilà, je voulais juste faire remarquer. Merci. Oui, je suis entièrement d'accord. Au début, il faut toujours un initiateur. Et après, il y a le croisement qui arrive et qui enrichit et augmente à la fois le volume au sens humain et au sens investissement des personnes. Donc tout à fait d'accord. Bonjour. Du coup, je me demandais, par rapport aux supérieurs qui vous ont engagé, et après, est-ce que vous avez l'idée de votre MOOC, pardon. MOOC aussi, oui, moi aussi MOOC, et des moqueurs, oui. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans des choses que vous vouliez faire et vos supérieurs vous ont dit non, ou des choses comme ça? Vous avez trouvé des possibilités de passer au travers par d'autres moyens, ou je sais pas? Alors, dans les conséquences qu'on avait du mal à gérer, disons qu'il y avait, ce que vous dites, il y avait ce que j'avais l'intention de faire et une réalité technique. Et après, il y avait ce que j'avais envie de faire et ce que l'institution m'obligeait de faire. Il y a les deux aspects. Alors, oui, pour moi, c'était une différence parce que l'aspect technique, on l'avait tourné. L'aspect qui m'était imposé, j'ai jamais pu le détourner. Il a fallu que je rentre dans un moule. Donc, ça vous a gêné ou... Disons que je pense que dans le phénomène de créer un MOOC, il faut accepter que si vous voulez le soutien d'une institution, il faut aussi adhérer à sa façon de faire ou ses principes à lui. Donc je veux dire que j'ai concilié plutôt les deux. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles je ne transigeais pas. En l'occurrence, faire une vidéo avec Samy et Fred, ça non, c'était pas possible de faire autrement, parce que je savais que c'était les fondements de la dynamique du MOOC. Par contre, aller à Paris, passer 2 heures à présenter le travail effectué, les problèmes techniques à faire remonter à la plateforme nationale, ma foi, je le faisais. Merci. Oui. Juste par rapport à ce que vous disiez sur le déploiement du livret citoyen et des réseaux sociaux. Merci. Ça me semble très intéressant au niveau de l'évaluation des dispositifs et de leurs effets. Ça, c'est le premier point. Et il ne faudrait peut-être pas se cantonner à évaluer justement la dynamique du MOOC lui-même, mais c'est donc une réflexion sur la performativité des dispositifs englobant des effets. Voilà. Et il me semble aussi que par rapport à ce que vous avez dit, c'est-à-dire que les utilisateurs doivent avoir l'impression d'être libres, il y aura encore une nouvelle dimension à 2 étages, c'est-à-dire que le MOOC est le nouvel endroit quand même institutionnel et qu'il y a encore plus de liberté et d'engagement à aller justement dans les réseaux sociaux, dans les autres aspects qui sont moins institutionnalisés. Je suis tout à fait d'accord, je vais même aller dans votre sens en vous disant que nous avons écrit un article sur la place du réseau social
dans le dispositif MOOC. C'est-à-dire que sur ce réseau social, même si en l'occurrence j'étais contre parce que honnêtement je ne maîtrisais pas, hein, et puis c'était un coût supplémentaire parce qu'il fallait le créer, eh bien il est indispensable. C'est-à-dire que le réseau social a existé avant le MOOC et le réseau social existe après le MOOC. Des gens étaient au réseau social et ne sont pas venus au MOOC. Des fois on a fait le double, c'est-à-dire au MOOC et au réseau social. Et il y a des gens qui se sont hyper investis dans le réseau social. Donc pour moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est quelque chose de global et on l'englobe pas assez parce que je pense aussi, en ce qui me concerne, que les outils d'évaluation je ne savais pas les maîtriser et je ne savais pas les mettre en place. Et puis il fallait encore une personne et du temps. Voilà. Et on vous demande, votre institution vous demande des comptes, à des moments donnés, il faut savoir faire un bilan. Mais je suis entièrement d'accord avec vous sur la globalité des outils d'évaluation. Donc, pour réagir à ce que vient de dire le prof. Non, c'est trop. Madame de la Derne. En fait, ce que je trouve intéressant avec le MOOC, c'est qu'on n'est pas obligé, enfin, si je veux le faire le matin, je peux le faire le matin, je peux le faire l'après-midi, comme la nuit. Alors que sur les réseaux sociaux, la dame qui faisait ce MOOC disait par exemple à 16h je serai sur Facebook, et ça c'est une obligation qui est un petit peu dérangeante parce qu'on n'a pas d'autre choix que d'être sur Facebook à cette heure-là, contrairement à la liberté qu'on puisse avoir en faisant ce MOOC. Personnellement, je n'avais pas posé de rendez-vous sur le réseau social, c'était un lieu libre, ainsi que le carnet du citoyen, où là, je n'intervenais pas. Voilà, je regardais, j'ai été extrêmement surprise des dépôts qui étaient faits, mais justement, je pense que le réseau social, c'est la part de liberté. Voilà. En montant cet exposé, je me suis dit, je vais faire coller les principes que je vous ai présentés, participants et concepteurs, en montrant la différence. Bon, en l'espace d'une demi-heure, je ne pouvais pas tout présenter, donc j'ai présenté que le côté concepteur. Mais ce que vous dites, je pense que si, encore une fois, il n'y a pas cette liberté de la part des participants, il n'y a pas de MOOC. Un lieu d'expression libre liberté d'exprimer ce qu'on dit, mais aussi de créer, parce qu'ils font beaucoup de création, et des dépôts. Et après le MOOC, la professeure qui a fait ce MOOC, justement, elle a fait un tour de France, elle est allée dans plusieurs villes de France, rencontrer les personnes qui avaient fait ce MOOC et d'autres personnes qui étaient intéressées par le sujet, et je trouve que l'initiative était intéressante. Vous avez eu des résultats? Enfin, elle a publié des résultats de sa visite? De la visite, non, mais publié sur Facebook, ce qu'il disait, etc. Oui, je pense que c'est une idée intéressante. Nous allons malheureusement devoir nous arrêter là pour laisser passer à la table ronde. Donc merci beaucoup Christophe et Félicie, merci à tout le monde pour vos questions.